C'est un dimanche après-midi ordinaire dans une vallée du Kirghizstan. Les villageois disputent une partie d'Oulak Tartych. Dans ce jeu traditionnel, les hommes se disputent la dépouille d'un veau ou d'une chèvre. Cet affrontement brutal est aussi un entraînement à la guerre à cheval, originaire de l'époque où les cavaliers kirghizes, redoutables combattants, défendaient l'indépendance de leur montagne. Le Kirghizstan est un petit pays d'Asie centrale, grand comme 5 fois la Suisse, doté d'une très faible couverture forestière. Le pays est principalement montagneux. Certains sommets culminent à près de 7000 mètres. Avec à peine 5 millions d'habitants, le Kirghizstan est presque un désert de steppes et de rochers. Pourtant, dans le sud-ouest du pays, sur quelques centaines de mètres d'altitude, le paysage se transforme et se met à ressembler à la Suisse. Et la Suisse, justement, est présente dans cette forêt, notamment par l'intermédiaire d'Ennio Grisa. Cet ingénieur forestier travaille pour Intercoopération. Basé à Berne, cette organisation gère l'ensemble du secteur forestier. Et l'enjeu est important. En effet, le Kirghizstan est le berceau du noyer sauvage. Tous les noyers européens sont originaires de cette forêt du bout du monde. Concrètement, c'est ici que se trouve la réserve génétique de l'espèce. Si une maladie, par exemple, devait menacer les noyers d'Europe, il faudrait revenir au Kirghizstan pour travailler sur les souches d'origine. Cet espace doit donc être protégé. Heureusement, la forêt kirghize est encore largement préservée. Donc ici, on peut voir qu'on se trouve dans un système qui est proche de la situation naturelle, donc où la forêt est complète. Donc on retrouve les différents étages de cette forêt qui sont occupés par des espèces différentes. Des jeunes sont présents aussi dans les strates inférieures. Et ces arbres, avec les années, vont pousser et vont occuper la place de ces grands qui vont disparaître dans le futur. Les buissons sont présents, donc ils occupent l'espace intermédiaire. Et au sol, on se rend compte que la qualité des herbes est tout à fait représentative de ce type de forêt. Donc ça nous fait un système qui est, disons, durable à long terme. Ces écosystèmes, actuellement, sont en danger puisque la pression exercée par l'homme devient de plus en plus grande. Au Kirghizstan, les menaces sont les mêmes que dans toutes les forêts du monde. Les coupes de bois sauvages qui détruisent l'équilibre naturel, l'agriculture sur les surfaces forestières avec pour conséquence le bouleversement des sols et des rythmes biologiques. Et surtout la divagation des troupeaux, sorte de tondeuses à gazon tout-terrain qui empêchent la forêt de se régénérer. Des menaces récentes, en effet, 70 années de régime communiste avaient jusqu'alors épargné la forêt. Au début du XXe siècle, les bolcheviks prennent le pouvoir en Russie. Les petites républiques sont annexées. En URSS, l'agriculture collective est strictement planifiée. Au Kirghizstan, Staline donne l'ordre de protéger la forêt. Personne ne discute. En 1991, l'effondrement du système communiste fait exploser l'Union soviétique. Les républiques rêvent de liberté. Le Kirghizstan devient indépendant. Dans le pays, l'euphorie est de courte durée. Désormais, il va falloir apprendre à se débrouiller tout seul face à une économie de marché brutale dont les mécanismes sont inconnus. Le pays n'est pas préparé. 150 000 Russes quittent le pays, l'industrie s'écroule, le système est désorganisé. Des opportunistes vont profiter de la situation. Au service central des forêts, on se souvient encore de cette université de Californie, venue soi-disant pour collaborer. Résultat, au bout de 2 ans à peine, les Américains sont repartis avec dans leur bagage 40 années de recherche sur les noyers et toutes sortes d'échantillons. Pour seulement 10 000 $, tout le patrimoine kirghize s'est envolé. Bien sûr, c'est une richesse qui n'est pas seulement réservée au Kirghizstan. Elle appartient à la terre entière. C'est pour ça que les gens viennent et s'y intéressent.
40 ans d'études sur les noyers, c'est très important. Difficile d'y mettre une valeur, mais vraiment, 10 000 $, ce n'est pas grand-chose. Après l'indépendance, certains ont également gagné beaucoup d'argent sur les précieuses loupes de noyer. La loupe du noyer, c'est cette excroissance qui frappe certains arbres au hasard. Sous son action, le bois se déforme et trace dans la matière des dessins compliqués que s'arrachent les ébénistes. Le Kirghizistan possède des milliers d'arbres comme celui-ci. Cette loupe de 3 tonnes représente une petite fortune sur place. Si on considère la valeur de cette loupe, environ 5 000 $, eh bien, pour obtenir la même somme en travaillant dans la forêt, il faudrait travailler 50 ans. En 1991, juste après l'indépendance du pays, des exploitants privés ont largement profité de la désorganisation du système. Avec la complicité de certains fonctionnaires, 4000 arbres auraient ainsi disparu, plus ou moins légalement. Aujourd'hui, le marché international est quasiment saturé par cette matière première, autrefois plutôt rare. Les produits exportés, ce sont ces fines feuilles de plaquage qu'on retrouve surtout sur le tableau de bord des véhicules de luxe des grandes marques. Il y a quelques années, le trafic de ce produit forestier a causé des difficultés au programme d'assistance helvétique, coincé entre sa mission de protection de la forêt et les appétits financiers de quelques hommes d'affaires puissants. C'est clair qu'un système en transition n'est pas encore stable et c'est cette stabilité qu'on recherche pour éviter justement ces espaces ouverts, ces espaces qui laissent la possibilité à la corruption. Corruption, trafic, nous sommes ici bien au-delà des limites du projet suisse. Mais c'est bien en améliorant la gestion de la forêt, en aidant les forestiers kirghizes à mieux contrôler leurs ressources, que de tels abus seront évités. Protéger les noyers, c'est aussi préserver l'économie du pays. Chaque année, la forêt kirghize produit environ 5000 tonnes de noix, ainsi que d'autres fruits. La demande internationale est importante. Généralement, toutes les récoltes sont vendues d'avance. C'est un revenu garanti pour des dizaines de milliers de personnes. À l'époque de la récolte, les villageois passent toute leur journée en forêt. Pour ces familles, il n'est pas question de se livrer à un quelconque trafic. Il faut simplement gagner sa vie et toutes les générations participent. Avec l'effondrement du système industriel, ils sont de plus en plus nombreux à quitter les villes pour retourner à la campagne. Auparavant, le système communiste était rigide. Seuls les locaux avaient le droit d'entrer en forêt. Toute la production appartenait à l'État. En échange, les gens recevaient un petit salaire. Tout cela a disparu. Aujourd'hui, les villageois doivent gagner de l'argent avec la forêt. Ils en sont convaincus. Avec leur expérience, ils vont facilement surmonter l'obstacle. Moi, je n'ai pas peur du changement. Ici, on se connaît tous. Si une année j'ai une mauvaise récolte, j'irai le voir pour lui demander de m'aider. La fois suivante, si ça lui arrive, il viendra me demander et je l'aiderai. On ne peut pas comparer avec l'époque soviétique. Maintenant, nous sommes indépendants. Nous planifions nos récoltes pour nous et plus pour le gouvernement. C'est désormais de notre responsabilité. On n'a plus besoin de directives. Ce rejet des contraintes communistes fait le cauchemar des forestiers. L'écosystème de la forêt kirghize est fragile. Avec le nombre croissant de personnes qui viennent en forêt, il est impossible de laisser les gens travailler librement. Exemple concret dans cette zone déjà largement exploitée. C'est exactement ce que les gens voudraient avoir comme forêt. C'est l'idéal pour eux. Le sous-bois est propre. On peut facilement récolter les noix. Les animaux peuvent pâturer librement. Mais par contre, tout le sous-bois a été enlevé. Avec ce genre d'activité, on perd grande partie de la biodiversité de ces forêts. C'est justement la richesse, le nombre d'espèces qui fait la qualité de ces forêts. C'est une forêt unique dans le monde qui compte plus de 100 espèces ligneuses. Certains disent jusqu'à 180. Et c'est clair que si on ne laisse plus que le noyer et les quelques herbes au sol, toute la richesse est perdue. Pour
Pour protéger la forêt, il est urgent de réglementer l'utilisation de l'espace en s'attaquant à un sujet sensible, la répartition des lots forestiers. Grâce à l'expérience des Suisses dans ce domaine, un nouveau système de collaboration avec l'État va rendre une partie de la forêt à la population, mais aussi lui donner des responsabilités. Pour faire passer ce nouveau message, il faut s'adresser au Conseil des anciens. Pas facile de changer les mentalités, le système communiste avait un grand avantage, il offrait une sécurité totale. Dans cette période de transition vers l'économie de marché, on a beaucoup perdu par rapport à l'époque soviétique. Le niveau d'éducation est en baisse, c'est bien la démocratie, mais nos ressources naturelles se détériorent de plus en plus. Les anciens se plaignent de l'arrivée massive des gens de la ville sur leur territoire. De leur côté, les responsables forestiers tentent de leur expliquer les avantages d'une forêt partagée entre zones protégées et zones de production. Pour l'instant, les anciens ne sont guère convaincus, mais le dialogue n'est pas rompu puisque sur l'essentiel, tout le monde est d'accord. Moi, le premier qui touche à la forêt, je lui mets un coup de hache sur la tête. Non, sérieusement, moi je veux protéger mes arbres. Finalement, on retrouve ici le même combat qu'en Suisse. Derrière le remembrement, il s'agit de protéger un espace naturel, mais dans le même temps de sauver une forme de paysannerie de montagne, un mode de vie, une culture. Finalement, avec ou sans l'aide des étrangers, les Kirghizes sont condamnés à réussir. Ailleurs dans le pays, l'érosion gagne du terrain. Il suffirait d'une ou deux décennies de mauvaise gestion pour que les dernières zones boisées se transforment en désert.